Bonjour à tous, il a été le Premier ministre de l'économie et des finances de François Hollande. Il est depuis 2 ans commissaire européen en charge des affaires économiques et financières, de la fiscalité et de l'union douanière. Il vient de publier « S'il est minuit en Europe » aux éditions Grasset. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. On va parler de l'Europe et de votre livre, bien entendu. Un mot d'abord sur l'actualité politique française. Il y a un mois, vous estimiez qu'il serait logique, légitime que François Hollande se présente pour un second mandat. Ce ne sera pas le cas. Avec le recul, est-ce que vous comprenez cette décision? Comment vous la jugez? Je la comprends. Elle était celle d'un homme qui pensait que la situation politique ne lui permettait pas d'être candidat et qui a souhaité aussi un éclaircissement. Du coup, en même temps, c'est vrai que c'était une logique forte. C'était une candidature, comme on dit, naturelle. Ouais. Parce que sous la Ve République, vous avez le président de la République, il se représente, vous soutenez son mandat. Maintenant, il n'y a plus de candidature naturelle. Il va y avoir une primaire du Parti socialiste, avec des candidats qui sont les uns et les autres légitimes, je ne les connais pas encore tous, et qui doivent mener un débat qui soit constructif, qui soit profond, parce qu'il y a des besoins de clarification, et qui ensuite soit rassembleur, parce qu'il faudra qu'il n'y en ait qu'un qui représente tous les autres devant les Français, c'est le principe même d'une primaire. On sent que la candidature de Valls a du mal à rassembler, justement. Est-ce qu'il est le mieux placé pour porter la gauche à la présidentielle? Manuel Valls a été Premier ministre, il a une expérience, mais comme je le disais, on a affaire à toute une série de candidatures qui sont légitimes, d'hommes et de femmes qui ont été, pour la plupart, des ministres importants de François Hollande, et donc que cette explication ait lieu, que la clarification ait lieu, et que le rassemblement ait lieu. C'est l'objet même de la primaire. On dit que la primaire, comme ça donne l'impression d'une division. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, parce que si vous regardez, somme toute, ce qui s'est passé à droite, vous voyez qu'il y a eu un ancien président de la République, 3 anciens premiers ministres, plusieurs anciens ministres. Ils ont eu un débat qui a été digne, et qui a abouti à la désignation massive par une masse de gens de François Fillon. Donc non, une primaire, il ne faut pas en avoir peur. Par contre, il faut la domestiquer, la maîtriser et la réussir. C'est ça l'enjeu. D'accord. Il y a aussi beaucoup de candidats en marge de la primaire à gauche, notamment Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Vous les appelez, notamment Emmanuel Macron, à rejoindre la primaire? La gauche en France est minoritaire, elle l'a toujours été, elle l'est encore davantage en ce moment. Elle représente 35 à 40% des voix au premier tour. Et il y a une espèce d'arithmétique qui est imparable, qui est de se dire que si ce camp-là, parce que c'est un camp part divisé au premier tour, il a du mal à se qualifier pour le second. Et donc la logique voudrait qu'il y ait une procédure, un débat qui permette de les rassembler. En même temps, je comprends que le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cornelis, lance cet appel à une primaire de toute la gauche. Les uns et les autres sont fondés à dire que de leur point de vue, ils se distinguent, ils ont quelque chose de particulier à dire, et je pense que cette primaire sera pour l'essentiel tout de même la primaire du Parti socialiste, mais le Parti socialiste a raison de se montrer ouvert et d'appeler au rassemblement. D'ailleurs, d'ici à la présidentielle, il peut y avoir d'autres rassemblements. Ça dépendra justement de la réussite de la primaire socialiste. Si le candidat socialiste est désigné au terme d'un beau débat par des millions de personnes, à ce moment-là, il aura une force d'attraction qui peut-être aidera à clarifier le paysage. Alors, votre livre commence par un cauchemar. On est en mai 2017 et vous rêvez que Marine Le Pen est élue présidente de la République. Est-ce que c'est un scénario qui est plausible? Est-ce qu'on ne peut pas l'exclure aujourd'hui? Les cauchemars, c'est mieux quand on se réveille et puis on s'aperçoit que la réalité, elle est autre. Et donc, je ne crois pas que Marine Le Pen sera élue présidente de la République. Tout indique qu'elle ne le sera pas. On observe qu'en Europe, il y a comme une résistance au populisme qui existe. Regardez l'élection autrichienne de dimanche dernier. Elle n'a pas réussi à être élue présidente de région. Il n'y a pas un président de région Front National en France. Donc, il y a encore ce plafond de résistance ou de résilience au populisme. Tant mieux. Mais en même temps, aujourd'hui, qui peut prédire quoi que ce soit, parce que les sondages se sont beaucoup trompés, et il ne faut pas sous-estimer la montée du populisme. Même si Marine Le Pen faisait, allez, donnons des chiffres, 30% au premier tour, 40% au deuxième, pour la France, ce serait un choc terrible. Et donc, il faut arriver à faire reculer le populisme, reculer l'extrême droite. Et pour ça, il faut des résultats. Il faut que ces électeurs qui l'ont rejointe, qui ont rejoint le Front National, qui sont d'ailleurs les mêmes sociologiquement que ceux qui ont voté pour Trump dans le Wisconsin, au Michigan, en Pennsylvanie, des ouvriers qui ont longtemps voté à gauche. Il faut que ceux-ci arrêtent de se sentir des perdants de la mondialisation. Et donc il y a une question qui doit devenir centrale, plus centrale qu'elle ne l'est dans nos politiques économiques, et ça vaut pour l'Europe aussi, c'est la réduction des inégalités. Mais que peut concrètement l'Europe, qui est quasiment inaudible dans cette campagne, il y en a peut-être très peu question à la primaire à droite, pour contrer cette montée des populismes? Quel discours on peut avoir sur l'Europe qui contiennent effectivement cette progression?
C'est ce que j'essaie de développer dans mon livre, parce que c'est un livre de combat contre le populisme. Si je commence par ce cauchemar, c'est parce que je pense que tout ça, la montée des populismes, doit être un réveil, un signal puissant pour l'Europe qui est, maintenant, c'est le sursaut, ou bien l'Europe va lentement disparaître et peut-être mourir. Et mourir, c'est effectivement le titre de votre dernier chapitre. Je suis persuadé de ça. Et comment faire ? Je crois qu'il y a 3 dimensions d'action. 1, sécuriser ou protéger. Il y a un besoin de protection massif. Ça passe par la sécurité des frontières extérieures. Prenez par exemple l'idée d'un corps de garde-côte ou de garde-frontière européenne. La défense européenne, elle redevient d'actualité. Repenser le libre-échange. Je suis favorable à des accords de libre-échange. Je suis par exemple très favorable au CETA, l'accord avec le Canada, mais il faut aussi que ces accords soient des accords modernes qui incorporent les préoccupations environnementales, sociales, culturelles, qu'on ne soit pas, qu'on soit dans un patriotisme européen, pas dans un protectionnisme, un patriotisme. Et puis ensuite, il faut démocratiser l'Europe, la rendre plus lisible, plus transparente, plus proche. Et la dernière chose, c'est que je crois à une politique économique européenne. Nous avons des problèmes en Europe. La croissance n'est pas suffisante. La reprise est là. C'est la 5e année de reprise de croissance positive en Europe, enfin 1,5 à 2%, c'est pas ça qui va permettre de faire reculer le chômage des inégalités. Donc il faut qu'on mette des moteurs dans notre croissance, et notamment des moteurs dans la croissance de la zone euro. Je suis un europhile, au sens où je pense que l'euro, non seulement doit nous défendre, il le fait, nous protéger, il le fait, mais il doit dynamiser l'économie. Est-ce que ça passe par des plans de relance ? On a entendu le FMI, l'OCDE pousser les pays occidentaux, notamment les Européens, à lancer des plans de relance. Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre en Europe ? À part l'Allemagne, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont dans les clous du pacte de stabilité. Comment est-ce qu'on fait ces plans de relance tout en respectant la règle des 3%? Il y a des marges de manœuvre. Je pense qu'il faut mettre tous nos outils dans la direction de la croissance. Il y a la politique monétaire. Et de ce point de vue-là, Mario Draghi est un homme qui a une vision et qui fait ce qu'il faut. Franchement, whatever it takes, il l'a fait. Il y a le plan Juncker d'investissement, qui est un plan qu'avait rêvé Jacques Delors au début des années 90, 500 milliards d'euros, qui est d'ailleurs avec un levier très important. Est-ce qu'il va se déployer ce plan ? Il se déploie, il y a 150 milliards d'euros du plan Juncker qui sont déjà décidés. Et là-dessus, je dois le dire, il faut que la communication et européenne et nationale soit plus forte. Parce que ce sont des projets d'infrastructure, des grandes entreprises, des petites entreprises sur des projets innovants. Il faudrait parler aussi sur la défense, sur la recherche et l'innovation, sur... C'est exactement ça. C'est les secteurs prioritaires, c'est le numérique, c'est l'énergie, c'est les nouvelles mobilités, c'est le capital humain. Et puisque je parle de capital humain, le troisième pilier de la stratégie que je préconise, ce sont des réformes structurelles qui maintenant se tournent beaucoup vers l'éducation tout au long de la vie. L'éducation primaire et secondaire, on vient de voir les tests PISA, mais aussi l'éducation universitaire, mais aussi la formation tout au long de la vie. Je plaide pour que la qualité de la dépense publique soit notre priorité, que ce soit centré sur le capital humain. Enfin, l'aspect budgétaire, la Commission européenne a fait une proposition qui est que la contribution budgétaire de l'ensemble de la zone euro, quand on l'agrège, soit positive. Elle a été négative pendant la crise parce qu'il fallait réduire les déficits. Autrement dit, elle a eu un effet récessionniste. Depuis 2 ans, elle est globalement neutre. Elle ne tire pas la croissance, elle ne la pénalise pas. Nous pensons qu'il est temps que les pays qui ont une marge de manœuvre budgétaire, c'est l'Allemagne, c'est les Pays-Bas, le Luxembourg, c'est pas la même ampleur, que ces pays contribuent à la croissance de la zone euro en relançant les investissements, notamment en infrastructure, dont ils ont besoin. On a eu ce débat à l'Eurogroupe, les ministres ne sont pas encore tous convaincus, mais moi je suis exactement comme le FMI, comme le CDE, en train de dire qu'il faut que tous les moteurs de la croissance disponibles soient mobilisés, y compris ce volet budgétaire. Ça ne veut pas dire que pour ceux qui ont encore... Les autres pays, justement, on est prêt à les affranchir de la règle de 3%? Non, parce qu'il faut que ce soit quelque chose de proportionnel. La contribution globale de la zone euro doit être positive. Les pays qui ont des marges de manœuvre doivent les utiliser. Ils ne le font pas aujourd'hui. Mais les pays qui ont encore des efforts de consolidation à faire doivent les poursuivre. La situation absurde, ce serait la situation où les pays qui ont encore des déficits à réduire relâchent la pression et où les pays qui ont des marges de manœuvre ne l'utilisent pas. Ça, ce serait tout à fait contre-productif et ça ne contribuerait pas à la convergence, parce que le maître mot, là, c'est la convergence. Dans la zone euro, s'il y a de la divergence, la zone euro finira aussi par souffrir. Il faut qu'il y ait de la convergence économique. La France a quasiment emprunté à 0% cette année, 0,3%, c'est une information des Échos. En même temps, on voit les taux remonter, la BCE qui prépare doucement, effectivement, la sortie de son grand programme de rachat d'actifs. Avec cette remontée des taux, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, en fait, on a gâché cette période de financement exceptionnel, de taux exceptionnellement bas, en Europe, notamment pour la France? La gâcher, non. D'abord, et ensuite, je pense que les taux d'intérêt vont rester durablement relativement bas, même s'ils vont avoir une tendance à remonter.
c'est fatal, à un moment ou à un autre, ça finit par monter. Mais on n'est pas dans une pression sur les taux à la hausse majeure, et je n'interprète pas la décision de la Banque Centrale Européenne comme étant ce qu'on appelle le tapering, c'est-à-dire la sortie programmée du programme de rachat d'actifs. Je ne crois pas à ça. Et Mario Draghi sait très bien proportionner les choses. Donc on est encore dans cet environnement de taux d'intérêt bas. Mais c'est pas parce qu'on a des taux d'intérêt bas qu'on doit se dispenser de faire, comme disent les Américains, le homework, les réformes structurelles. Les réformes, au contraire, doivent accélérer dans la perspective d'une remontée qui pourrait advenir un jour. Donc, je plaide pour des réformes structurelles qui s'accélèrent, qui soient des réformes de deuxième génération, centrées, je le répète, sur l'éducation, la formation, tout ce qui permet d'avoir un capital humain qui permette d'améliorer ce qu'on appelle l'employabilité de la main-d'œuvre. La stabilité de la zone euro, on a vu un référendum italien qui s'est traduit par le départ de Matteo Renzi. Les discussions sur l'allègement de la dette grecque n'avancent pas. Est-ce qu'il y a un risque encore d'instabilité, de retour à une crise comme celle qu'on a pu connaître en 2011 ? Non. Quand je regarde l'Italie, je vois un pays qui est coutumier des soubresauts politiques. Il y a eu beaucoup de gouvernements italiens, mais qui en même temps a une très grande stabilité profonde, y compris dans le système politique. Ce sont des crises qui se gèrent. Je vois un secteur bancaire dont la plupart des institutions en vérité sont saines et dont d'autres font des efforts pour s'assainir. Donc je ne crois pas qu'il faille grossir. Pas systémique. Non, je ne pense pas. Et on a tous les outils pour traiter des situations qui sont des situations localisées. Sur la Grèce, j'aurais préféré un accord plus ambitieux sur la dette, mais la Grèce est aussi sortie d'affaires. La croissance sera à 3% l'an prochain. On n'est plus en train de parler de Grexit. Mais tout de même, je veux prolonger votre question. La zone euro reste encore un sujet d'interrogation. Et moi, j'ai envie que la zone euro, d'abord, mette derrière elle tous les risques de crise, quels qu'ils soient, et ensuite se construise politiquement. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à un budget de la zone euro qui permet de dynamiser notre croissance. Avec un ministre des Finances de la zone euro. Avec un ministre des Finances de la zone euro qui soit commissaire européen. Mon successeur doit être le ministre des Finances de la zone euro. Et puis un trésor européen, des eurobonds, un trésor européen qui, à terme, une fois que tout cela aura été consolidé, pourrait émettre. Il faut aussi penser à renforcer le mécanisme européen de stabilité. Peut-être pourrait-il un jour être l'amorce d'une sorte de fonds monétaire européen. Je pense qu'il faut qu'on mette la zone euro, non pas seulement en mode stabilité, mais en mode croissance, en mode avancée, en mode push. Il faut que ça avance. Et ça, je crois que c'est ce qu'attendent les Européens de l'euro. L'euro reste populaire, vous savez, il y a un attachement très fort des Européens à l'euro, mais ils en attendent plus. Et les politiques doivent en être conscients. Alors une note d'optimisme peut-être pour terminer. Changer ou mourir, vous disiez dans votre livre et à l'instant. Qu'est-ce qui vous donne des raisons d'espérer pour 2017 ? Il y a la phrase de Galilée, et pourtant elle tourne, c'est ce qu'il disait de la Terre. Et l'Europe, elle connaît beaucoup de difficultés, elle est insatisfaisante, mais en même temps, elle est le seul horizon historique qui nous permet de construire un continent qui soit puissant dans la mondialisation. Et les Européens le sentent. Il y a cette résistance au populisme que j'évoquais, mais je voudrais qu'on passe de la résistance à l'adhésion. Et pour passer de la résistance à l'adhésion, il faut tout simplement des résultats. Résultats sur la sécurité, une transparence et une démocratie qui soit plus exemplaire encore et plus forte, et puis enfin, une politique économique qui soit plus tournée vers la croissance, tout en restant sérieuse, parce que pour ma part, la règle des 3%, je souhaiterais qu'on la respecte. J'y tiens, parce que c'est une règle de bon sens. Quand on fait des déficits, on s'endette, quand on s'endette, on s'appauvrit, et on ne peut pas faire de services publics, et ça, c'est un message que je voudrais passer aussi à tous les candidats à l'élection présidentielle française. Faites toutes les politiques que vous voulez, et ayons le grand débat démocratique, la droite, la gauche, mais restons dans le cadre européen et soyons prêts à relancer, après l'élection française, après l'élection allemande, la zone euro avec le chancelier ou la chancelière allemand ou allemande. Merci beaucoup Pierre Moscovici. Bonne journée.